tout le monde ne s'appelle pas Quichotte, encore moins Don Quichotte, et encore moins Don Quichotte de la Mancha. D'ailleurs, lui-même ne s'appelait pas comme ça. Lui s'appelait Alonso Quijano, ce qui n'a absolument rien à voir. Et parfois, on le surnommait Quesada. Oui, comme ça, Quesada. Et il était espagnol. Et en espagnol ancien, Quesada, ça veut dire tarte au fromage. Et comme il était un peu tarte, Alonso Quijano se dit que Don Quichotte de la Mancha, ça faisait plus chevaleresque. Parce que son truc à lui, justement, c'était des aventures chevaleresques.
celle qu'il lisait tout le temps, depuis longtemps, dans de très gros livres de chevalerie. Vous savez, ces gros bouquins en cuir qui racontent des histoires avec des chapeaux enchantés, des princesses folles d'amour, des magiciens aux yeux verts, des serpents gigantesques, des nains pleins d'esprit, des géants effrayants et stupides, des voyages dans le temps, dans l'espace, des batailles, des défis, des blessures, et surtout, surtout, des chevaliers errants. Ah, ça, les chevaliers errants. C'est ce qui les met le plus, les chevaliers errants. C'est-à-dire des chevaliers qui se baladent par-ci, par-là, qui protègent les gens faibles en massacrant les sales types. Et surtout, qui écrivent à leur princesse des mots d'amour comme « Les raisons de la déraison que vous donnez à ma raison affaiblissent si bien ma raison que j'ai toutes les raisons de me plaindre de votre beauté. » Et comme il lisait tout le temps, nuit et jour, du soir au matin et du matin jusqu'au soir, tout le temps, mais tellement tout le temps, un beau jour, son cerveau se dessécha. Il perdit la raison. Il se prit véritablement pour un chevalier errant. Mais oui, il avait 50 ans, il vivait depuis toujours avec sa nièce et sa gouvernante. Il était donc temps de passer à l'action, de devenir enfin Don Quichotte de la Mancha. Mais attendez, parce qu'un chevalier errant, c'est pas n'importe quoi. Hein. Un chevalier errant, il a une panoplie déjà de chevalier errant, c'est-à-dire une armure, une lance, une épée, un bouclier, un aume, je vous expliquerai ce que c'est, un chevalier, une amoureuse et une mission. Alors, pour la lance, l'épée, le bouclier, pas de problème, donc Quichotte avait tout ce qu'il fallait. Pour l'armure, il en avait une toute pourrie, toute vieille, dans un coin, un petit coup de chiffon, et hop, c'était dans le sac. Mais pour le casque, il n'avait pas de casque. Pour être un véritable chevalier errant, il faut obligatoirement ce qu'on appelle un aume, c'est-à-dire un casque avec une visière, vous savez, comme les gens au Moyen-Âge, comme ça. Or, Don Quichotte n'avait pas de casque, il n'avait qu'un casque sans visière, et ça, c'est tout simplement impossible pour un chevalier errant. Alors, il eut la merveilleuse idée d'en fabriquer une de visière avec du carton et des tiges, des tiges de métal. Et hop, il avait un vrai aume comme ça. Bon, il avait du mal à l'ouvrir, mais il avait un vrai aume de chevalier, de vrai. Ah, bon. Pour le cheval, pas de problème non plus. Il y en avait un tout vieux, tout pourri, tout cramoisi dans le champ d'à côté. Il le prit, un cheval de chevalier errant porte forcément un nom un peu pompeux, noble, sonore, et il décida d'appeler son cheval avec un nom avec 2 S, Rocinante. Pour la mission, il se remémora tout ce qu'il avait appris dans les 300 livres de chevalerie qu'il possédait et qu'il connaissait par cœur. Venger les offenses, redresser les torts, réparer les injustices. Bref, protéger les faibles et massacrer les sales types. Pour l'amoureuse, c'est-à-dire pour la dame de son cœur et de ses pensées, il pensa tout de suite à Aldonza Lorenzo, qui était une jeune paysanne du village voisin dont il était secrètement amoureux. À cette jeune fille, qu'il n'avait jamais vue, mais dont il avait entendu parler, il donna le nom merveilleux de Dulcinée du Toboso. Oui, parce que le village d'à côté s'appelait le Toboso.
Et un matin, avant l'aube, sans rien dire à personne, en passant discrètement par la porte de la basse-cour, Don Quichotte, 50 ans, sec de corps, maigre de visage, armé de son armure toute pourrie et de son casque à visière en carton sur la tête, tenant fortement sa lance et son bouclier, parti à l'aventure sur le dos de son vieux cheval Rossinante. Il avançait avec son vieux cheval qu'il laissait aller où il voulait. Par-ci, par-là, comme il disait à lui-même, et il se répétait « Heureux âge, siècle béni qui verra mes aventures imprimées dans les pages, gravées dans le bronze, sculptées dans le marbre et peintes sur le bois. » Et tout à coup, au loin, il aperçut une auberge. Il l'a pris aussitôt pour un château, car il se croyait tellement dans un de ses livres de chevalerie que tout ce qu'il voyait, tout ce qui lui arrivait, il le voyait, il le vivait comme une formidable aventure de chevalier errant. L'aubergiste arriva enfin. Et Don Quichotte, le prenant évidemment pour le seigneur du château, lui dit avec grandeur « Pour moi, monsieur le châtelain, je me contente de peu, et comme dit la chanson, pour parure j'ai mes armes, pour repos le combat !» L'aubergiste souria en lui souhaitant la bienvenue, mais Don Quichotte avait un problème. Pour être un véritable chevalier, il faut être armé, c'est-à-dire adoubé, comme on dit, par un autre chevalier. Et Don Quichotte n'avait pas été adoubé. Il se mit à genoux devant l'aubergiste, qu'il tenait pour un grand seigneur, et lui dit « Je ne me relèverai pas, malheureux chevalier, tant que votre courtoisie ne m'aura pas accordé la faveur de me faire chevalière !» L'aubergiste avait vite compris que le cerveau de ce client ne tournait pas tout à fait rond, et il accepta, mais d'abord il lui dit « Excusez-moi, mais vous savez de l'argent ?» Don Quichotte répondit qu'il n'avait pas un sou, parce qu'il n'avait jamais lu dans aucun de ses romans de chevalerie que les chevaliers errants devaient avoir de l'argent. Très déçu, l'aubergiste lui rétorqua que les chevaliers errants, écoutez-moi bien, d'après ce que je sais, ont toujours la bourse bien garnie et des chemises de raisins. Il ordonna à Don Quichotte de se mettre à genoux. « Ah non, vous êtes déjà !» Et il lui donna une bonne tape sur la nuque. Puis, du plat de l'épée, un coup bien frappé sur l'épaule. Et ta! Et voilà, vous êtes chevalier errant. Don Quichotte se leva, il remercia l'aubergiste, monta sur son cheval, et il était prêt à partir aux aventures. Mais il se rappela des mots de l'aubergiste, et il retourna d'abord chez lui pour chercher de l'argent et des chemises propres. Le vieux Rossinante le ramena au village, où tout le monde se demandait ce qui lui était arrivé depuis 3 jours qu'il avait disparu. Don Quichotte se coucha et s'endormit aussitôt. Pendant son sommeil, sa gouvernante et sa nièce, qui avaient été très inquiètes, ainsi que le curé et le barbier du village, brûlèrent tous les livres de Don Quichotte et firent disparaître la bibliothèque en la murant avec des briques.
Il pensait que c'était à cause des livres de chevalerie que Don Quichotte était devenu fou et que si on le privait de ses lectures stupides, il guérirait. Quand il se réveilla, la première chose qu'il fit fut d'aller voir ses livres. Et bien sûr, il ne trouva plus rien. Alors, sa nièce lui expliqua qu'un mage était venu, et un enchanteur, et qu'il avait tout fait disparaître dans un nuage de fumée. Don Quichotte ne fut pas du tout étonné. Il demanda si l'enchanteur s'appelait bien Freston. Je ne sais pas, répliqua la gouvernante, en essayant de bien mentir. Mais oui, je crois que, en tout cas, ça finissait par ton. Oui, Freston. Don Quichotte voyait très bien de qui il s'agissait. Pendant 15 jours, il resta tranquillement chez lui. Tout le monde pensa qu'il était guéri, qu'il ne se prendrait plus jamais pour un chevalier errant. Mais tout le monde se trompait. Une nuit, sans être vu de personne et sans dire adieu, il repartit à l'aventure. Mais cette fois, il n'était pas tout seul. Il avait réussi à convaincre un paysan de son village, Sancho Panza, qui était un petit bonhomme comme ça, bien cher, comme ça, et il l'avait convaincu de l'accompagner et de lui servir d'écuyer. Écuyer, c'est celui qui aide les chevaliers errants. Il lui avait dit: en échange, Sancho, tu gagneras un archipel. Un quoi? Demanda Sancho. Un archipel. Un char qui pèle, dit Sancho. Non, un archipel, c'est-à-dire une grande île que tu pourras gouverner, voilà. Ah, dit Sancho. Sancho Panza avait une panse à laquelle il pensait tout le temps, et pas grand-chose d'autre dans la cervelle. Il quitta sa famille, son village, monta sur son âne, et suivit Don Quichotte dans le noir de la nuit noire. Ils cheminèrent si longtemps qu'au lever du jour, ils étaient convaincus qu'on ne pourrait plus les rattraper. Mais devant eux, tout à coup, ils découvrirent une trentaine de moulins à vent. Don Quichotte était tout excité. Il dit à Sancho: tu vois cette bonne trentaine de géants démesurés? Vous voulez dire les moulins? Dit Sancho. On voit bien que tu n'y connais rien en aventure. Sancho, ce sont des géants! Et je vais les défier, l'un après l'autre, leur ôter la vie, et si tu as peur, ôte-toi de là! Un léger vent se leva, de grandes ailes commencèrent à tourner. Don Quichotte se précipita au galop contre le premier moulin. Il lui donna un coup de lance dans l'aile, mais l'aile du moulin commença à monter, agitée par le vent, et envoya Don Quichotte et Rocinante voler en l'air!
Quichotte tomba lourdement sur le sol. Il ne pouvait plus remuer tant la chute avait été violente. Sancho lui rappela qu'il lui avait dit de faire attention, que c'était des moulins avant et non des géants. Oh, tais-toi, Sancho, tu n'y connais rien. C'est Freston, l'enchanteur. C'est lui qui m'a volé tous mes livres et qui a transformé ces géants en moulins avant. Et tu sais pourquoi ? Non, répondit Sancho, pour que je ne puisse pas avoir l'honneur et le plaisir de les massacrer. Je crois tout ce que vous me dites, dit Sancho, mais redressez-vous un peu, monsieur, vous êtes tout de travers. Tu dis vrai, Sancho, et si je ne me plains pas, c'est qu'il est interdit aux chevaliers errants de se plaindre. Les jours suivants, Don Quichotte, tout fourbu, tout cassé, rencontra de nombreuses aventures de chevaliers errants. Voici quelques faits d'armes, exploits, succès, prouesses. Un jour, il se battit sauvagement contre des moines pour délivrer une princesse prisonnière qui, en réalité, était une dame toute simple qui allait rejoindre son mari à l'autre bout de l'Espagne. Un autre jour encore, il libéra des forçats condamnés aux galères, parce qu'il ne supportait pas de voir des gens enchaînés, remettant ainsi en liberté des criminels très dangereux qui ne se privèrent pas de le... Il se battit contre des muletiers qui voulaient éloigner leurs mulets de Rocinante, et ce fut là encore une bataille terrible où Don Quichotte et Sancho Panza se retrouvèrent par terre, blessés, fourbus. Dans les auberges que Don Quichotte prenait toujours pour des châteaux, il finissait toujours par créer une terrible bagarre à cause d'une princesse qu'on avait insultée ou d'un prince, d'un chevalier. Don Quichotte et Sancho se retrouvaient toujours à fuir, blessés, mal en point, mais sûrs de la justesse de leur mission. Enfin, Don Quichotte surtout. Sancho voulait rentrer au village, mais Don Quichotte lui rappelait sa promesse. Gouvernement d'une île, un archipel. Un autre jour encore, ils virent au loin deux nuages de fumée. Qu'est-ce que c'est ? Don Quichotte pensa tout de suite que c'étaient deux armées qui s'apprêtaient à livrer bataille. Devant eux. Qu'est-ce qu'on fait demanda Sancho. Apprends, mon ami Sancho, que l'une des armées est commandée par l'illustre Ali Fanfaron, empereur de la grande île de Tramoban. L'autre est celle de son ennemi, le roi de Garamante, Pentapolin à la manche retroussée, appelé ainsi parce qu'il combat toujours le bras nu. Don Quichotte éperonna Rocinante et la lance son arrêt dévala la colline à la vitesse de l'éclair. Sancho lui criait de revenir. Ce n'étaient pas deux armées de chevaliers, mais deux troupeaux de moutons et de brebis. Don Quichotte distribuait des coups de lance avec fureur. Alors les bergers se mirent à tirer des gros cailloux, gros comme ça, avec leurs frondes. Gros caillou brisa deux côtes à Don Quichotte.
se crut mort. Alors, il sortit de sa poche son élixir de fier à bras. C'était un élixir miraculeux fait avec de l'huile, du vin, du sel et du romarin. Il dit « J'en ai appris la composition dans les livres de chevalerie. Avec ça, tu peux recoller un bras coupé, ou carrément revenir à la vie si par hasard tu es tué au combat. Mais avant qu'il en boive suffisamment, pour réparer sa blessure, une deuxième pierre brisa le flacon et lui cassa les dents de devant et lui écrasa 2 doigts. Sancho vint porter secours à Don Quichotte. Don Quichotte demanda à Sancho de regarder dans sa bouche combien il me manque de dents. Sancho s'approcha de la bouche ouverte de Don Quichotte, mais l'élixir commença à faire son effet et Don Quichotte vomit tout ce qu'il avait dans le corps à la barbe de Sancho. Sancho, quand il comprit ce qui lui arrivait, se mit lui aussi à vomir ses tripes au nez de Don Quichotte. Tous les deux, couverts de vomi, ils se regardèrent et dirent « Quelle aventure, mon ami !» Un beau jour, ils croisèrent 2 hommes qui conduisaient une grande charrette. Dans la charrette, il y avait 2 cages. Et dans chaque cage, un lion. Et avec des gros écriteaux au-dessus qui étaient marqués « Cadeau pour le roi ». Don Quichotte dit au charretier « Ouvrez-moi une des cages et faites sortir cette bête. Je vais lui montrer ici même qui est Don Quichotte de la Mancha. » Sancho et les 2 hommes le supplièrent de renoncer à cette folie. Mais Don Quichotte sauta de cheval et jeta sa lance, saisit son bouclier, puis dégainant son épée, d'un pas lent, d'un cœur intrépide, se posta devant la porte de la première cage et en se recommandant à sa dame Dulcinée, il dit « Allez, ouvrez-moi cette cage !» Tremblant de peur, un des charretiers ouvrit la porte. Au fond de la cage, il y avait un lion d'une taille extraordinaire et d'un aspect effrayant. Il commença par sortir ses griffes, puis s'étira de tout son long. Et puis il ouvrit une gueule énorme, bâilla longuement, tourna le dos, montra son postérieur à Don Quichotte avant de se recoucher bien tranquillement dans sa cage. Don Quichotte ordonna au charretier d'agacer la bête pour l'obliger à sortir. Mais celui-ci refusa. Il dit à Don Quichotte qu'il avait suffisamment donné la preuve de son courage et qu'il raconterait cet exploit au roi en personne. Don Quichotte accepta cette proposition. Il dit enfin à Sancho que désormais, il faudrait l'appeler le chevalier au lion. Suivant la vieille tradition et coutume des chevaliers errants qui changeaient de nom quand il leur prenait l'envie. Il expliqua encore une fois « Sancho, un chevalier errant,
doit s'enfoncer dans les labyrinthes les plus inextricables, s'attaquer à l'impossible, supporter les rayons brûlants du soleil et les outrages du vent, du gel. Nul lion ne doit l'inquiéter, nul monstre l'épouvanter, car les vaincre tous, voilà le seul but de son existence. Puis, ils reprirent la route de chevaliers errants. La liberté, Sancho, est un des biens les plus précieux que le ciel ait accordé aux hommes. C'est pour la liberté que l'on doit risquer sa vie. Les jours et les nuits qui suivirent, ils rencontrèrent des aventures de toutes sortes. Ils ressortaient de ces aventures à chaque fois tout fourrus, tout cassés. Maintenant, ils avançaient comme ça, mais lentement, très lentement. Aïe. Don Quichotte sur son cheval, oué, et Sancho sur son âne. Don Quichotte souriait malgré la fatigue et son vieux corps qui commençait à lui faire très mal. Il souriait. Et puis, la plus dangereuse des aventures de chevalier errant qu'avaient vécu Don Quichotte et Sancho se présenta à eux. Cette fois, ce fut un autre chevalier errant. Un chevalier errant qui portait le nom formidable de chevalier à la blanche lune, qui défia Don Quichotte. Il lui dit: Chevalier Don Quichotte, chevalier au lion, je viens de m'exiler à toi en combat singulier afin de t'obliger à reconnaître que la dame de mes pensées est incomparablement plus belle que ta Dulcinée du Topotototola. Si je suis vainqueur, je te demande de déposer les armes et de retourner dans ton village, où tu resteras au moins une année entière sans toucher à une épée. Si je suis vaincu, mes armes et mon cheval t'appartiendront. À ce moment-là, le combat s'engagea, très violent, très rapide.
Don Quichotte se retrouva très vite par terre. Le chevalier à la blanche lune lui mit la pointe de sa lance sur la visière, et Don Quichotte dit d'une voix sourde qui semblait sortir d'un tombeau: « Oh, Dulcinée est la plus belle femme du monde, et moi le chevalier le plus infortuné. Pousse ta lance, chevalier, pousse, ôte-moi la vie, puisque tu m'as ôté l'honneur. » Le chevalier à la blanche lune n'en fit rien. Il demanda juste à Quichotte de vous retirer dans votre village pendant 1 an, comme c'est convenu. Allez, à la maison. Don Quichotte retourna donc dans son village. Il était très triste, cassé. Il n'en pouvait plus, son corps lui faisait très mal. Il retrouva sa tante, sa nièce, le curé, le barbier, et tous les voisins qui se faisaient tellement de soucis depuis son départ. Sancho, quant à lui, il retrouva avec un plaisir infini sa famille, ses repas et la douceur du dur métier de paysan. Mais Don Quichotte, de retour chez lui, ne se sentait pas bien. Il resta au lit pendant 6 jours. Un matin, il appela tous ses amis et il leur dit: « Ma raison est à nouveau libre et claire. Je ne suis plus Don Quichotte, mais Alonso Quijano. » Tout le monde resta bouche bée. Puis Don Quichotte fit appeler Sancho, appelez Sancho. Don Quichotte vit arriver Sancho, il eut les larmes aux yeux, et il lui dit: « Pardonne-moi, mon ami. Pardonne-moi, Sancho, si je t'ai donné l'occasion de paraître aussi fou que moi. » Puis Don Quichotte, paisiblement, mourut. Tout le monde le pleura beaucoup. Et Samson Carrasco, le voisin de Don Quichotte, c'était lui qui s'était déguisé en chevalier à la blanche lune. Lui qui l'avait battu en duel. Samson Carrasco, très content de l'avoir ramené au village, écrivit sur la tombe: « Sigil Hidalgo valeureux, le chevalier illustre et preux, il eut le plus grand des courages, vivre en fou, mais mourir en sage. »
Telle fut la fin d'Alonso Quijano, on appellera jusqu'à la fin des temps l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Mancha. On applaudit bien fort tous les musiciens. Caroline au violon, Gérard à la trompette, Alexandre au trombone, Michael à la percussion, Steve à la contrebasse, Alfonso au basson et Guillaume à la clarinette. Et notre chef d'orchestre, Antoine Martier.